Mais comment ça? On n'écouterait pas les citoyens dans ce pays? Ah non, je peux pas y croire. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 16 avril et une nouvelle fois, le pouvoir a ignoré une mobilisation citoyenne d'ampleur. La pétition contre la loi Yadan était pourtant la deuxième plus signée de l'histoire de l'Assemblée nationale et elle a tout bonnement été enterrée, classée sans suite par la commission des lois, malgré ses 707 957 signataires au compteur. Ont exprimé un vote pour le classement, 30 députés pour l'examen, 21 et il n'y a pas d'abstention. Donc la pétition est ainsi classée. Je vous remercie et nous nous retrouverons en séance sur la proposition de loi. Alors c'est pour ne pas changer une alliance des droites allant de la Macronie à LR jusqu'au Rassemblement national qui a permis ce rejet de la pétition. 3 groupes, par ailleurs favorables à l'adoption de la loi Yadan, résolument liberticide et qui instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme pour criminaliser notamment toute critique politique d'Israël. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à voir ou à revoir l'épisode du récap consacré au contenu de cette loi. Et alors, petit changement de programme, parce que l'actualité est imprévisible, comme vous le savez, j'avais déjà écrit ce récap lorsqu'une nouvelle d'ampleur est tombée. Vers 15h30, coup de tonnerre, nous avons appris que le groupe macroniste à l'Assemblée a finalement décidé de retirer la loi Yadan de l'ordre du jour de l'Assemblée. Poubelle, et c'est finalement le gouvernement qui reprend la main avec le dépôt déjà annoncé d'un projet de loi en relais. La même chose, mais en différent. Gabriel Attal a mis en cause l'obstruction de la France insoumise pour justifier ce geste. Il écrit dans un communiqué qu'il apparaît désormais clairement que ce texte n'aura pas le temps d'être examiné cette semaine. Dans ces conditions, nous avons demandé et obtenu du gouvernement qu'il contourne l'obstruction de LFI et s'engage au dépôt d'un projet de loi. Ce texte sera donc présenté, annonce-t-il, la semaine du 22 juin. Alors sur le fond, tout indique que ce nouveau projet de loi sera fait du même bois que la loi Yadan, rien que par le timing très serré, mais il sera porté directement par le gouvernement et donc il repartira de zéro dans la navette parlementaire. Il devra donc repasser par toutes les étapes, le Sénat, tout ça, si tant est que le gouvernement ne passe pas en force. Mais malgré ce retournement de situation de dernière minute, il est quand même intéressant, je crois, de revenir sur le sort qui a été réservé à la pétition contre la loi Yadan et plus généralement à toutes les mobilisations citoyennes, particulièrement sous Macron. Alors normalement, quand une pétition publiée sur le site de l'Assemblée nationale dépasse les 500 000 signataires, cela ouvre la possibilité d'un débat, sans vote certes, dans l'hémicycle. Donc dans les faits, ça ne peut pas avoir une énorme incidence, en tout cas pas d'incidence directe sur les lois contestées, mais le caractère symbolique est évidemment important dans une démocratie fonctionnelle où le peuple serait écouté, par exemple. Une telle mobilisation, forcément, ça envoie un signal assez fort à la représentation nationale. D'ailleurs, on peut tout de même se satisfaire, d'une certaine manière, que certains partis, comme le PS ou le MoDem, aient récemment revu leur position concernant cette loi face à l'engouement pour la pétition. Bon, mais chez les macronistes, ils ont compris ça. Les signatures affichées ne sont pas le fruit d'une mobilisation spontanée. 4 pics distincts, chacun coïncidant avec une intervention organisée identifiable, activation de la plateforme LDH, rumeur d'avancement du texte, vote de la Knesset sur un sujet sans lien avec notre loi. Entre ces pics, une croissance des signatures quasi nulle. Ça n'est pas un élan populaire, c'est un déclenchement militant à la demande, orchestré par des acteurs connus, la LDH, la CGT, BDS France et la France Insoumise. Les signataires sont pour la plupart des citoyens sincères dont la bonne foi a été instrumentalisée. Une bonne foi instrumentalisée parce que cette pétition se fonde sur une propagande mensongère dont le but est de susciter l'intimidation, la terreur pour éviter le débat.
Et oui, pour les macronistes, on n'est pas loin du grand complot avec cette pétition. Bon, alors on peut quand même aussi accorder quelque chose à cette députée, Laure Miller, c'est qu'elle a le mérite d'être honnête. Elle considère que cette pétition ne mérite tout bonnement pas d'être écoutée, parce que c'est un vulgaire truc de gauchiste et qu'elle s'en cogne, en gros, quoi. Et moi, j'ai envie de saluer cette sincérité, parce que ses camarades, eux, ils ont emballé ça dans une pseudo-réflexion stratégique, complètement envoyée aux oubliettes par le retournement de situation. D'après eux, comme l'examen en séance publique de la loi Yadan était inscrit au programme de cette fin de semaine, ce jeudi ou vendredi selon l'avancée des débats, le débat sur la pétition introduisait, selon eux toujours, une forme de redondance dans le processus législatif. Ça ferait doublon, quoi. Vous avez le but ultime, le débouché ultime d'une pétition qui est d'inscrire un sujet à l'ordre du jour. C'est ça aujourd'hui le droit de pétition. Et dans la réalité aujourd'hui, une proposition de loi qui est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, alors on ne peut que exiger, je pense, ou en tout cas statuer sur le classement de cette pétition. Pourquoi ? Puisque ce serait parfaitement redondant d'avoir un débat sur un débat qui va déjà avoir lieu à l'Assemblée. Et puis par ailleurs, ça sera bien moins important. Pourquoi ? Parce qu'un débat, si on va jusqu'au bout de la procédure de pétition, ça donne lieu à un débat finalement assez terne, si on peut se dire les choses, à l'intérieur de l'hémicycle, avec une succession d'orateurs qui vont se succéder, une réponse ou non de la part du gouvernement, et tout simplement la suite de l'ordre du jour qui sera ainsi établi. Or, quand on a un texte qui est inscrit à l'ordre du jour, chers collègues, vous avez déjà eu un examen en commission, mais c'est aussi le droit d'amendement, c'est le droit d'avoir un débat contradictoire sur l'ensemble des dispositions du texte, et c'est bien sûr le droit de voter sur l'ensemble de ces amendements et bien sûr sur le texte dans son entièreté. Donc on voit bien qu'avoir un débat réel avec une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour est beaucoup plus complet, beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus démocratique finalement que simplement un débat sans vote. Bon, comme ça, au moins, c'est clair. On n'a qu'à directement supprimer la possibilité de faire des pétitions et de faire semblant de les prendre en compte, l'opinion du peuple et tutti quanti. Puisque ça sert à rien, de toute façon, selon les macronistes, de débattre 2 fois de la même chose, et que la navette parlementaire habituelle, ça suffit, selon eux. Pourquoi continuer à faire croire aux gens qu'on va les écouter ? Autant assumer jusqu'au bout. Alors, c'est encore une fois toute la verticalité de la Ve République qui apparaît sous nos yeux ébahis, encore renforcée par la conception légèrement étriquée du débat démocratique du pouvoir en place. Un pouvoir qui a beau faire semblant d'aimer ce débat, les amendements, tout ce qui s'ensuit, mais qui s'est quand même davantage illustré pour ses 49.3 à répétition et ses coups de matraque sur les manifestants. Voilà. C'est pas à nous ici, qui battons le pavé depuis plus de 10 ans sans jamais avoir été entendus, qu'on va la faire à l'envers. Alors, je l'ai dit en tout début de chronique, cette pétition contre la loi Yadan, c'était la 2e la plus signée de l'histoire de l'Assemblée. La première n'est d'autre que celle contre la loi Duplon, il n'y a pas si longtemps, quelques mois auparavant. 2,1 millions de signataires. Et au final, la loi a quand même été promulguée en août dernier, c'est formidable. Quelques passages ont bien été censurés au final et quelques autres vaguement écartés par le Conseil constitutionnel en l'état. Mais on est très très loin de la grande victoire populaire pour le vivant, surtout quand on sait que le député Duplon, du même nom que la loi, est revenu quasiment immédiatement à la charge avec une nouvelle loi pour en remettre une couche et combler les trous de ce qui avait été écarté. Ce projet de loi Duplon 2 a été même déposé le 31 janvier dernier. Son auteur a donc pris en compte les retours du Conseil constitutionnel et puis il revient à la charge avec ces pesticides toxiques pour l'environnement et la santé humaine. Bref, rien n'a changé sur le fond, malgré la ferme opposition des Français. On rappelle quand même que le 27 juillet, donc juste avant la promulgation, un sondage de la Tribune du dimanche estimait que 61% des Français étaient défavorables à la loi Duplon, dont 46% quand même très défavorables. Quelques jours plus tard, un autre sondage en ligne dévoilait qu'une majorité de Français étaient favorables à un nouveau vote, justement, ce qu'Emmanuel Macron pouvait réclamer en vertu de ses pouvoirs en activant l'article 10 de la Constitution. Mais évidemment, il n'en a rien fait. Et le fameux débat offert par la pétition dans tout ça, me direz-vous ? Il a eu lieu en février, soit plus de 6 mois après la promulgation.
devant un hémicycle vide. Une séquence bien inutile, en somme. Alors, vous avez compris le message, hein ? Votre avis, il ne compte qu'une fois tous les 5 ans. Et puis après, on s'en tamponne. Ah, il est loin, le Macron de 2019 qui entendait permettre un référendum d'initiative partagée dès qu'1 million de signatures dans une pétition étaient réunies. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voix référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je crois que c'est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative, mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent de pousser le Parlement à discuter d'un texte ou bien d'aller au référendum. Du joli blabla, post-révolte des Gilets jaunes, histoire de caresser tout ce beau monde dans le sens du poil, de faire semblant qu'on se soucie du bas peuple et de se donner un petit genre démocrate comme ça. Mais au final, 7 ans plus tard, on le sait, hein, tout est parti aux oubliettes à la faveur de sa droitisation à Emmanuel Macron et de son expérience de l'exercice du pouvoir. Règle numéro 1, Macron a toujours raison. Et règle numéro 2, quand il a tort, référez-vous à la règle numéro 1. À quoi bon, dans ces conditions, demander leur avis aux gueux que nous sommes ? Ailleurs pourtant, ça existe. En Suisse, en Italie ou encore en Slovénie, on organise régulièrement des référendums pour consulter la population sur des lois structurantes, comme la retraite, le droit du travail, l'accès à l'avortement. Et puis comme ça, on répare les potentielles erreurs de la démocratie représentative, hein, parce que ça arrive quand même. Et surtout, on cesse de prendre les citoyens pour des imbéciles, bon qu'à être embobinés à des fins électoralistes. Parce que d'ici quelques mois, on les entendra tous, hein, et on les entend déjà un peu. Surtout le bloc central qui se prendra une déculottée magistrale. Et ils seront tous là à se plaindre que les Français ne s'impliquent plus dans la vie démocratique du pays et que les taux de participation aux élections s'effondrent scrutin après scrutin. On se demande bien pourquoi. Allez savoir, peut-être que les gens en ont assez de se faire prendre pour des cons. Et on se fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission, ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, sans vous, pas de récap, pas de médias non plus, vous le savez. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et puis, vous le savez, depuis quelque temps, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, vous pouvez retrouver tous les programmes du média sur la télé d'Orange, canal 235. Dans une lettre publiée jeudi à minuit, plus de 130 écrivains ont annoncé leur départ de la maison d'édition Grasset pour dénoncer le licenciement du PDG Olivier Nora. Le sexagénaire dirigeait depuis 26 ans cette maison du groupe Hachette, contrôlée par le milliardaire ultra-conservateur d'extrême droite Vincent Bolloré depuis, 2023. Selon le journal Libération, Olivier Nora aurait appris son départ par une simple notification sur son téléphone reçue en pleine réunion. Un départ violent qui a fait immédiatement réagir les plumes de Grasset, dont une 60aine se sont réunies en urgence hier pour la rédaction d'une tribune justement commune. Parmi les signataires, on compte des romanciers, des essayistes aux opinions diverses, tels que Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy ou encore Frédéric Becbédé. Ils dénoncent la guerre
idéologique menée par Vincent Bolloré pour, je cite, imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias, une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale. Ce départ fait aussi suite à de nombreuses pressions du groupe Bolloré sur la maison d'édition et son PDG, la dernière en date étant l'arrivée de Boualem Sansal à la maison Grasset pour un gros contrat d'1 million d'euros signé pour un livre sur la détention de l'écrivain en Algérie, un livre de guerre contre l'invasion islamiste selon les mots de l'auteur. À peine licencié, le PDG du groupe Hachette a été remplacé par un très proche de Vincent Bolloré, Jean-Christophe Thierry, un énarque, ancien directeur général de Bolloré Média, déjà propulsé au poste de directeur général délégué d'Hachette Livre depuis 2024. Hier, les sénateurs ont définitivement adopté le projet de loi de simplification de la vie économique. Le texte avait été voté la veille par les députés, largement soutenu par les élus de droite et d'extrême droite. Cette loi marque plusieurs reculs sur les questions écologiques. Le texte entérine notamment la suppression des zones à faible émission, les fameuses ZFE. Créées en 2018, ces zones visaient à améliorer la qualité de l'air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Leur mise en place a permis de réduire les émissions de dioxyde d'azote de 14% depuis 2017, selon l'association Air Parif. Le gouvernement avait proposé un amendement de compromis qui laissait aux collectivités locales le libre choix de maintenir ou de supprimer les ZFE. Celui-ci a également été rejeté pour le plus grand bonheur du Rassemblement national. Le groupe socialiste, les écologistes et le MoDem ont annoncé déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. La loi de simplification assouplit aussi l'objectif zéro artificialisation nette qui prévoit la neutralité en matière d'artificialisation en 2050. Attendue depuis plus de 2 ans, la mesure est enfin actée. Les protections périodiques réutilisables seront partiellement remboursées dès la rentrée universitaire. Ce remboursement couvrira 60% du prix des culottes menstruelles et des cups pour les moins de 26 ans et les bénéficiaires de la C2S, soit environ 6,7 millions de personnes concernées. Adoptée fin 2023, la mesure avait pris du retard malgré un engagement du gouvernement en 2025. Et on termine ce récap avec un point sur l'actualité internationale et les élections présidentielles au Pérou. Après le premier scrutin de dimanche dernier, il aura fallu 2 jours pour connaître le nom des 2 candidats qui s'affronteront au second tour en juin. Le candidat de gauche radical Roberto Sanchez se positionne finalement à la 2e place face à la conservatrice tendance trumpiste Keiko Fujimori. Bureau de vote restant fermé, résultats diffusés avant la fin du scrutin, dépouillement au ralenti. Le premier tour de la présidentielle a été plus ou moins agité. Des dysfonctionnements logistiques ont empêché plus de 50 000 électeurs tout de même de voter, contraignant les autorités à prolonger le scrutin d'une journée. Relégué à la 3e place selon les derniers résultats, le tribun d'extrême droite Rafael López Aliaga a contesté ces résultats en évoquant, lui, une fraude. La chef de la mission d'observation de l'Union européenne, Annalisa Corrado, a déclaré n'avoir relevé aucun élément objectif étayant ces accusations de fraude. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias où vous pouvez aussi faire un don défiscalisable sur notre site internet. Et puis sinon, parlez de nous autour de vous, ça fait déjà beaucoup. Suivez-nous et partagez-nous sur les réseaux sociaux. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.